Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Je commence tout de suite par le livre d'images Douce Lumière de Kirin Hayashi et Chiaki Okada aux éditions Nobinobi. Je vous ai déjà présenté ce livre dans ma wishlist du mois de novembre. J'ai réussi à le lire au mois de novembre mais je ne l'ai pas acheté. Pour vous rappeler l'histoire, on va rencontrer ici une petite fille qui au moment de sa naissance se voit offrir une bougie et on va suivre la vie de cette petite fille accompagnée de cette bougie. J'ai trouvé les illustrations magnifiques, l'histoire est sublime, mais le texte était moyen, je l'ai trouvé pas assez poétique. J'ai trouvé que l'histoire manquait d'éléments, que c'était pas assez fluide et pas assez émouvant, alors que l'histoire en elle-même au départ avait tout le potentiel pour me tirer les larmes. J'avais déjà lu les tomes 1 à 5 il y a quelques mois me semble-t-il. Je les ai relus dès le départ pour avoir l'histoire en entier et j'ai enchaîné avec les tomes 6 à 12 de Faster Than a Kiss de Meika Tanaka aux éditions Pika, collection shoujo. On est ici dans un schéma classique de shoujo avec une fille qui va rencontrer un garçon et une histoire d'amour va se créer entre eux au fur et à mesure des événements. Juste pour rappel, on va rencontrer ici une jeune fille qui se voit obligée de cohabiter avec son professeur qui l'épouse pour la tirer d'une situation inconfortable puisqu'elle s'est retrouvée à la rue avec son petit frère. Ce shoujo est super frustrant. L'histoire est très sympa et au tome 11, on a enfin un rebondissement qui est inattendu. J'ai trouvé ça sympa, j'avais des bons souvenirs des tomes 1 à 5 que j'avais donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà lu précédemment et que j'avais acheté du coup les tomes 1 à 5. Mais je suis déçue parce que le titre c'est quand même Faster Than a Kiss, donc on suppose qu'ils vont au moins s'embrasser rapidement et finalement ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais et on n'a qu'une envie, c'est que ça arrive et du coup je vous dis c'est vraiment très frustrant. Du coup j'ai été super déçue donc j'ai revendu mes tomes 1 à 5, je crois qu'ils sont déjà partis. Je m'attendais à quelque chose de franchement plus romantique et oui, j'ai été déçue. En novembre, j'ai également lu le tome 3 de la bande dessinée Astrid Bromure, Comment épingler l'enfant sauvage de Fabrice Parme aux éditions Rue de Sèvres. Astrid Bromure, c'est une petite fille qui est très curieuse et j'avais beaucoup aimé ses aventures dans les tomes 1 et 2. Elle vit dans un grand manoir grâce à l'immense fortune familiale et ses parents sont un petit peu égocentriques, même très égocentriques. Elle-même est un personnage haut en couleur et vraiment attachante et très amusante. Dans ce troisième tome, tout ce dont rêve Astrid, c'est d'avoir un petit frère ou une petite sœur, parce qu'elle veut absolument trouver quelqu'un pour jouer avec elle. Et à la radio, un jour, elle entend parler d'enfants sauvages qui vivraient au Gabo-Conga, et elle décide de convaincre ses parents d'aller faire un tour là-bas pour adopter un de ses enfants. Les personnages sont tous très sympas, la bande dessinée en général, toute l'histoire est vraiment très drôle. Les dessins et les couleurs sont vraiment originaux, ça fait un peu vintage, ça me fait légèrement penser à la famille Pierre à Feu. Astrid Bromure, c'est une bande dessinée que je conseille franchement à tout le monde, c'est vraiment drôle et on apprend plein de choses. Foncez sur cette bande dessinée. Je vous présente maintenant l'effroyable encyclopédie des revenants de Pierre Dubois, Karine M et Eliane Blackmore aux éditions Glénat. Il s'agit là d'un coup de cœur. On se trouve ici dans un recueil de contes et de légendes autour des revenants, avec un fil rouge en fond d'un personnage créé par les auteurs, qui est lui-même le narrateur en fait de ces contes et légendes, et qui part à la rencontre des différents revenants qui peuplent sa maison et le paysage alentour. Les illustrations sont sublimes, les textes sont incroyables. Il y a plusieurs références dans l'Alsace, plusieurs contes et légendes d'Alsace dans ce tome, et c'était vraiment génial de découvrir tout ça. Je vous promets que vous aurez des frissons, c'est garanti. Le narrateur est exceptionnel. Quand je parle du narrateur, je vous parle de ce fameux personnage qui a été créé par les auteurs et qui est vraiment exceptionnel tout simplement. Je vous conseille de lire l'épouvantable encyclopédie des fantômes avant l'effroyable encyclopédie des revenants. Vous n'allez pas manquer grand chose si vous ne le faites pas, mais il y a quelques petites références à ce premier volume et la fin de l'effroyable encyclopédie des revenants n'amène pas forcément à penser qu'il y aura une autre suite. Du coup, je pense que c'est quand même mieux de lire d'abord les fantômes et ensuite les revenants. Foncez, ce sont vraiment des merveilles ces ouvrages et franchement je n'hésiterai pas à replonger dedans pour lire quelques contes et quelques légendes ici et là. Je vous présente maintenant Bizarre comme c'est bizarre de Hiroshi Ishii aux éditions Nobinobi. Ce livre était également dans ma wishlist du mois de novembre. Dès que je l'ai vu dans ma Japan Shop, j'ai foncé dessus pour le découvrir et franchement je ne l'ai pas regretté, c'est un énorme coup de cœur, c'est d'ailleurs pour cette raison que je l'ai acheté. Je ne me souviens pas si je vous l'avais dit. Je vous l'ai peut-être dit quand je vous ai présenté ce livre, quand je l'ai acheté sur Instagram, quand je vous l'ai présenté sur Instagram. Je n'achète les livres d'images qu'après les avoir lus et je n'achète que ceux qui sont des coups de cœur. Et là, il a rejoint ma bibliothèque, donc c'est bien que c'est un coup de cœur. Les illustrations sont magnifiques, l'histoire est mignonne à souhait. Si vous cherchez des ouvrages pour dédiaboliser le loup, parce que les enfants ont souvent peur des loups dans les livres d'images, d'ailleurs Aurélie, si tu passes par ici,
Celui-ci, il est parfait. Les réflexions dans cet ouvrage sont vraiment très drôles. Il y a deux lectures possibles de la fin de cet ouvrage. Il y a une dimension merveilleuse et une dimension plus ésotérique. Je vous laisse découvrir pourquoi, parce que je vais pas vous spoiler, même s'il ne s'agit que d'un livre d'images. Je considère qu'il n'y a pas de raison que je vous spoile la fin de ce livre d'images. N'hésitez pas à le découvrir, il est vraiment, vraiment magnifique. J'ai terminé le diptyque de la bande dessinée L'Adoption avec le deuxième tome La Garoie de Zidrou et Arnaud Monin aux éditions Bambou. Je vais juste rapidement vous parler du résumé du tome 1, pas du tome 2 parce que je ne veux pas vous spoiler la fin du tome 1 qui est incroyable. On va rencontrer ici un couple qui n'a jamais réussi à avoir d'enfant et qui, suite à un tremblement de terre au Pérou, je crois, oui c'est ça, au Pérou, va décider d'aller recueillir une petite fille qui a perdu ses deux parents dans le tremblement de terre. Et du coup, ils reviennent et ils ont adopté Kinaya, donc cette petite péruvienne qui est adorable. Et au début, le père de l'homme qui adopte Kinaya est un peu contre cette idée. Il est pas trop pour, quoi. Il n'est pas vraiment emballé par cette petite fille qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et finalement, une relation vraiment incroyable et fusionnelle va se tisser entre ce grand-père et sa petite-fille. Et c'est juste exceptionnel, franchement foncez, c'est vraiment une histoire géniale. D'ailleurs en parlant de cette histoire, elle vaut plus à mon sens en termes de qualité que les illustrations, parce que j'ai moins accroché aux illustrations, même si je retire rien au travail de l'illustrateur évidemment. J'ai juste moins accroché au dessin qu'au texte. Ce tome 2, c'est pas la fin que j'aurais voulu pour cette histoire, mais c'est une fin qui est vraiment sublime et surtout réaliste. Dans ce tome 2, on rencontre un nouveau personnage qui est un père qui a, lui, perdu sa fille pendant le tremblement de terre au Pérou. Et c'est un personnage qui est vraiment très, très attachant. J'aurais tellement aimé en apprendre un peu plus sur lui. Malheureusement, cette bande dessinée n'étant qu'un diptyque, on peut pas vraiment approfondir les choses. En tout cas, l'adoption m'aura mis les larmes aux yeux à plusieurs reprises. Lancez-vous, franchement. C'est génial. Préparez la boîte de mouchoirs, mais foncez. En ce mois de novembre, j'ai également lu le 15e tome de Titeuf à fond le slip de Zep dans les éditions Glénat, collection Tcholakolek. Je vais pas vous faire de résumé de l'histoire puisque c'est pas vraiment une histoire, c'est plusieurs petites scénettes, environ une scénette par planche, donc il n'y a pas vraiment de fil conducteur. À part qu'on suit toujours Titeuf dans ses pérégrinations. J'ai lu tous les albums de Titeuf au fur et à mesure où ils sont sortis. J'avais été très déçue par le tome 14, donc le tome précédent qui est sorti il y a 2 ans me semble-t-il. Est-ce que c'était parce que l'humour me parlait moins ou bien tout simplement parce que j'avais grandi ou encore qu'il y avait eu une longue attente entre le tome 13 et le tome 14 ? Je ne sais pas. En tout cas, le tome 15, je l'ai plus aimé, je l'ai trouvé très sympa. J'ai retrouvé la naïveté et la drôlerie du personnage que j'aimais beaucoup dans les premiers tomes. C'est pas non plus incroyable, je pense que j'ai simplement passé l'âge du public visé par le personnage de Titeuf. J'ai également lu Mémoire d'un beau manoir de Kunihiko Aoyama aux éditions Nobinobi. Alors oui, je vous ai présenté 3 livres d'images aujourd'hui et ce sont 3 livres d'images de chez Nobinobi, mais c'est une maison d'édition qui me tient particulièrement à cœur, j'aime beaucoup tout ce qu'ils font. D'ailleurs, pour Mémoire d'un beau manoir, il y avait beaucoup de textes par rapport à d'autres livres d'images de la même maison d'édition que j'ai pu lire par le passé. Je m'attendais pas à cette finalité pour le manoir, je m'attendais plus à une succession de familles qui l'occuperaient qu'à ce qu'il est devenu à la fin. J'ai trouvé intéressant qu'on ait le point de vue, parfois, pas tout le temps, mais qu'on ait le point de vue du bâtiment lui-même, que ce soit le manoir qui raconte son histoire. J'ai pas vraiment accroché au dessin, malheureusement. Je trouve que Mémoire d'un beau manoir avait un beau potentiel pour être sublime, poétique et émouvant, et malheureusement, il a manqué quelques petites choses, contrairement à d'autres livres d'images de cette maison d'édition, donc comme je vous l'ai dit, qui sont en général très très beaux, très émouvants et très poétiques. Là, il m'a manqué quelques petites choses. Je vous présente maintenant Le Pacte d'Emma, qui est le premier tome de la série Le Pacte sanguinaire de Nin Gorman aux éditions Albin Michel dans la collection Jeunesse #AM. Ce livre faisait également partie de ma wishlist du mois de novembre et je l'ai acheté puisque j'ai eu la chance de rencontrer Nin Gorman qui est venu en dédicace dans la librairie dans laquelle j'aime aller à Strasbourg. Donc évidemment, il est dédicacé. Franchement, je suis tellement contente. C'était une très très belle rencontre. C'était un super moment. Et son roman, en plus de ça, est un véritable coup de cœur. Pour vous resituer, Nin, c'est la booktubeuse grâce à laquelle j'ai commencé moi-même Booktube. C'est elle qui m'a donné envie de me plonger dans l'aventure et je l'en remercierai jamais assez. Concernant son histoire, on va rencontrer ici Emma qui est condamnée, qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative et qui n'a aucune chance de s'en sortir, quoi, que
son corps va la lâcher petit à petit, elle va finir par mourir. Et elle va faire un jour la connaissance d'Andrew, qui est un homme à la tête d'une méga grosse entreprise à New York, et qui lui pourrait bien avoir la solution pour la sauver. Et évidemment, donc il s'agit d'une romance beat-lit, donc je vous laisse supposer les créatures accros qu'on va rencontrer là-dedans. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de découvrir cette histoire. Nin a créé son récit en s'appuyant sur beaucoup de points communs et de références avec des ouvrages et des œuvres que j'adore, notamment Vampire Diaries, 50 nuances de Grey et Twilight par exemple. Donc si vous n'aimez ni l'un, ni l'autre, ni le troisième, je ne vous conseille pas Le Pacte d'Emma, puisque c'est clairement un mix de ces trois œuvres que je sais que Nin adore elle aussi. Et c'est pas un copier-coller, pas du tout, franchement pas du tout. Elle a créé sa propre histoire et elle a inséré des éléments qu'elle avait tellement aimé découvrir dans d'autres œuvres, et franchement c'est du génie. Son écriture est fluide, et à partir du moment où j'avais lu la première ligne, je n'ai pas pu lâcher ce roman jusqu'à la fin. Les décors et les personnages sont vraiment extraordinaires. On sent que l'auteur s'est vraiment documenté, surtout concernant les paysages, les décors, les bâtiments de New York, et également concernant la maladie d'Emma. Cette particularité du personnage principal est vraiment super intéressante, et j'ai hâte de découvrir le tome 2 pour savoir où Nin va nous emmener. Au mois de novembre, je vous ai présenté ma première pile à lire mensuelle que j'ai tirée dans ma PAL Jar, et je vais terminer cette vidéo en vous présentant les 4 livres que j'ai réussi à lire sur les 5. Le premier, il s'agit de Your Name de Makoto Shinkai aux éditions Pika. Je vous ai déjà parlé de cette histoire plusieurs fois, même peut-être beaucoup trop, enfin en tout cas à mon goût beaucoup trop. Du coup, pour le résumé, je vous invite à aller faire un petit tour sur internet pour essayer de trouver de quoi ça parle. L'histoire est géniale et très originale. Les personnages sont attachants et les décors sont grandioses. Je dois juste vous préciser, avant d'aller plus loin, que j'ai lu Your Name en version roman. J'ai pas vu le film et j'ai pas lu la version manga. Sachez que la première version, c'est le film qui a été novélisé, puis mangaisé. Bref, voilà quoi. Il y a eu d'abord le film, ensuite le film a été traduit en roman, et le roman et le film a été ensuite traduit en manga. Moi j'ai lu donc la version roman, et l'écriture est juste immonde, parce qu'il s'agit du coup du film adapté par le réalisateur lui-même, et c'est clairement pas son boulot. À moins que ça vienne de la traduction, mais franchement j'en doute, parce que je pense pas que Pika et accepter une traduction tellement lamentable, donc je pense vraiment que ça vient de la version originale. En fait, l'auteur, si je peux appeler ça un auteur, parce que c'est le réalisateur en fait, son métier c'est de faire des films, pas d'écrire des livres. Il écrit comme il parlerait. Et c'est vraiment dérangeant. Je trouve ça vraiment dommage, parce que du coup j'ai pas pu profiter vraiment de l'histoire malgré la beauté et l'originalité de celle-ci. Du coup je me tâte, je pense que je vais peut-être quand même voir le film pour comparer. J'ai lu ensuite Anna, le premier tome de Filles des cauchemars de Kendare Blake aux éditions Hachette, collection Black Moon. Dans cette histoire, on va rencontrer Cass, qui est un tueur de fantômes. Alors, tuer des fantômes, ça peut paraître étrange étant donné qu'ils sont déjà morts, mais il s'agit en fait des esprits des morts qui reviennent pour se venger ou simplement pour errer sur Terre, et Cass a l'obligation, a le devoir de renvoyer ces esprits d'où ils viennent. Une des missions de Cass va l'envoyer au Canada, et pendant sa mission, il aura la tâche de tuer Anna, donc Anna à la robe de sang, qui est un fantôme qui terrorise un petit village et qui, même si elle reste dans sa maison, a commis plusieurs dizaines de meurtres, semble-t-il. Malheureusement, tout ne va pas se dérouler exactement comme prévu. Je suis pas une grande fan des fantômes, mais les romances impossibles, ça, c'est vraiment mon truc. L'attirance immédiate de Cass pour Anna est assez troublante, surtout qu'il ne l'a encore même pas rencontrée, qu'il est déjà complètement obsédé par elle. L'effroi et le dégoût étaient vraiment au rendez-vous dans cette lecture. C'est un véritable page-turner, et chaque fin de chapitre contient un cliffhanger. Le personnage de Cass est génial, mais Anna est incroyable. Il me manque des éléments pour répondre à certaines questions que je me suis posées dans ce tome 1, et du coup j'espère que l'auteur répondra à ces questions dans le tome 2. Du coup j'ai réellement hâte de découvrir la suite. Le troisième tome de ma pile à lire que j'ai découvert au mois de novembre, il s'agit de Avec tes yeux de Sir Cédric aux éditions Presse de la Cité. Quand il s'agit de torture dans les fictions, il y a 3 choses qui me mettent vraiment les frissons, mais voilà quoi. Les ongles, les dents et les yeux. Donc forcément, j'avais une méga appréhension pour lire ce livre. Et j'avais tort, parce que c'est un page-turner monstrueux lui aussi. J'ai détesté tous les personnages,
sauf le personnage principal, heureusement. J'ai trouvé que Nathalie, la flic qu'on va suivre dans cette histoire, était gamine, dans le sens où elle est traitée comme une gamine fragile parce qu'elle est fragile, et que du coup elle-même se comportait comme une gamine irresponsable parce qu'elle en avait marre qu'on la traite comme une gamine. Bref, vous voyez le genre de personnage. Fox est insupportable dans le sens où c'est un personnage qui est un je sais tout, et j'ai détesté son personnage vraiment. Et le meurtrier est un psychopathe level 100 000. Heureusement Thomas est attachant et on ne peut que le prendre en pitié et se trouver vraiment désolé, et on a juste envie de le serrer dans nos bras avec tout ce qu'il traverse. Avec tes yeux, c'est un récit flippant et parfois... Non, pas parfois. Souvent dégueulasse, mais c'était incroyablement addictif. Je termine cette update lecture en vous présentant Dollhouse, le premier tome du Carrousel éternel de Anya Aline aux éditions du Chat Noir, collection Cheshire. Quand j'étais gamine, j'ai été traumatisée par la série Chucky. Alors, quand j'ai su que ce roman parlait de maisons hantées par des poupées, en gros, franchement j'ai flippé. Je me suis dit non, c'est pas possible, ça va pas le faire. C'est un roman jeunesse effrayant. Et les poupées dans cette histoire ne sont pas les pires, et pourtant ça aurait été suffisant. Je regrette justement un peu que ce ne soit pas les poupées qui aient été au centre de cette histoire, parce que c'était comme ça qu'on me l'avait vendu, et je pense que ça m'aurait vraiment encore plus fait flipper si ça avait été le cas. L'auteur a introduit une mythologie supplémentaire qui, à mon sens, n'était pas forcément nécessaire. Même si j'ai adoré cette histoire. J'ai beaucoup de questions qui restent sans réponse. Certains mystères, j'ai bien ma petite idée sur le pourquoi du comment, mais je peux pas être certaine parce que l'auteur distille trop d'indices contradictoires les uns avec les autres. J'avais effectivement découvert quelques trucs dans ce tome 1 avant d'avoir les révélations, mais je peux pas avoir toutes les clés, et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. C'est une histoire qui m'a vraiment accrochée. Il me restait 10 pages à lire avant d'arriver au bout, et je me suis dit bon c'est bon, il reste 10 pages, bon, c'est un tome 1 mais il reste 10 pages donc ça va forcément finir comme ça. Et alors là, quand j'ai terminé, quand j'ai lu le point final, je me suis dit mais c'est pas possible. Pourquoi tant de haine? Ce livre n'est pas fini en fait, il manque la fin de cette histoire, et du coup ça va arriver sûrement dans le tome 2 ou dans le tome 3 ou dans le tome 4, puisque je pense qu'il y aura 4 tomes si je me souviens bien. Les éditions du Chat Noir ont dévoilé la couverture du tome 2 qui devrait arriver je crois au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai l'info en bas de l'écran. J'ai tellement hâte de découvrir la suite de cette histoire. Franchement, foncez, c'était génial. C'est légèrement flippant, mais pas autant qu'on pourrait le croire, puisque malgré tout c'est de la littérature pour jeunesse. Mais franchement j'ai passé un super moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous en avez déjà lu certains, et surtout ce que vous en avez pensé. Avant de vous quitter, je voulais juste vous signaler que cette update lecture serait la dernière vidéo avant le dernier mardi du mois de décembre, je crois. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, il n'y aura pas de vidéo parce que je ne serai pas chez moi, je pars en vacances, je rentre chez mes parents, et du coup ce sera trop compliqué de vous monter les vidéos, enfin de faire les vidéos, de les filmer, de les monter, de les uploader. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo pendant 2 semaines. Après, je continuerai à mettre à jour mes lectures. Vous aurez toujours des articles sur les blogs. N'hésitez pas à aller faire un tour. Pensez à vous abonner aussi sur Instagram, parce que je publie plus là-bas, ou sur Instagram ou sur Twitter d'ailleurs. Je suis plus active du coup que sur YouTube. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Soyez gâtés, soyez heureux. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!